C'est un débat qui divise les Français depuis l'apparition du vaccin. Faut-il les rendre obligatoires? La question ressurgit puisque en janvier, la liste va s'allonger. Les deux camps s'affrontent. D'un côté, ceux qui se méfient, de l'autre, ceux qui disent c'est indispensable. Salut les papas et bienvenue dans les Papa Poules. Depuis le 1er janvier 2018, tous les nourrissons doivent recevoir 11 vaccins obligatoires, en 10 injections, compris entre leurs 2 et leurs 18 mois. Avant le 1er janvier, seuls 3 vaccins étaient obligatoires. La diphtérie, depuis 1938, le tétanos, depuis 1940, et la poliomyélite, depuis 1964. Ces 3 vaccins se faisaient chez les bébés à 2, 4 et 11 mois, avec un rappel contre la poliomyélite à 6 ans et avant 13 ans. C'était une condition sine qua non pour que les enfants puissent rentrer en crèche, à l'école ou participent à des colonies de vacances. Le plan de financement de la sécurité sociale pour 2018 monte ce nombre de vaccins à 11. Les enfants auront droit à 3 injections pour soigner les 6 maladies suivantes: la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, l'hémophilus influenza de type B et l'hépatite B. Ils auront droit à une primo-vaccination et 2 rappels. Ils auront ensuite droit à une injection contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, et une deuxième injection de rappel. Suivront 3 injections contre le pneumocoque, une primo-vaccination et 2 rappels, et enfin 2 injections pour les infections à la méningocoque de type C, une primo-vaccination et un rappel. Ça, c'est ce que nous dit la loi. Mais un vaccin, c'est quoi ? Un vaccin, c'est ce qui nous empêche de tomber malade. On va essayer de voir d'une façon simple comment fonctionne un vaccin. Généralement, les vaccins sont utilisés en injection, mais il existe des vaccins qui peuvent être avalés par voie orale ou inhalés pour passer dans le sang. C'est ce qu'on appelle la voie transmucosale. Ce qui oppose le vaccin à la plupart des médicaments, c'est qu'il est préventif, c'est-à-dire qu'il est injecté avant qu'on soit malade, contrairement aux médicaments qui sont souvent curatifs, c'est-à-dire qu'ils sont là pour soigner une fois que la maladie est là. Un vaccin est spécifique, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne que contre une seule maladie. On dit qu'un vaccin est immunogène et non pathogène. Immunogène, c'est-à-dire qu'il va déclencher une réaction de notre système immunitaire. Non pathogène, c'est-à-dire qu'il ne va pas déclencher la maladie. Et enfin, un vaccin est dit actif, car l'organisme va travailler pour produire des agents de protection, c'est-à-dire des anticorps, et se protéger lui-même contre la vraie maladie. Quand on tombe malade, le corps humain doit trouver quelle est la maladie et produire des anticorps spécifiques contre cette maladie. La vaccination permet, elle, au corps, de trouver plus rapidement le virus et de se protéger. Néanmoins, au bout de quelques années, le stock d'anticorps diminue. C'est pour ça qu'il faut faire un rappel. Il faut une nouvelle dose du vaccin pour remettre le stock d'anticorps à jour. Les vaccins ont leurs limites. Il n'existe pas de vaccin contre toutes les maladies. Le sida, par exemple, n'a pas de vaccin. Aujourd'hui, on peut vacciner pour protéger les populations contre des dizaines et des dizaines de maladies. Il existe différents types de vaccins. Ce qu'on appelle les sous-unités. Pour fabriquer le vaccin, on utilise seulement une petite partie de la maladie, plus précisément le germe, bactérie, virus qui provoque la maladie. Les vaccins dits vivants atténués. Le germe qui provoque la maladie est toujours vivant dans le vaccin, mais on lui a retiré ses capacités à rendre malade. Les vaccins dits tués, c'est-à-dire que le vaccin est fabriqué à partir du germe qui, lui, a été tué. Et enfin, les anatoxines. Certaines maladies rendent malade à cause d'une substance qui est à l'intérieur, les toxines. Les anatoxines sont des toxines désactivées. Elles n'ont plus la capacité à rendre malade. Par exemple, pour le tétanos, ce n'est pas le tétanos qui rend malade, mais la toxine tétanique. Concernant les vaccins, les parents se posent beaucoup de questions et c'est normal. Malheureusement, quand on cherche vaccination sur internet, les premiers résultats de recherche envoient vers des sites qui racontent vraiment n'importe quoi. Ces sites sont tenus par ce qu'on appelle des anti-vax, des personnes qui sont contre la vaccination. Le premier argument que l'on entend souvent, c'est que les parents veulent que les enfants fassent leur défense immunitaire tout seuls. Ça peut sembler une bonne idée, mais ce n'en est pas une car le système immunitaire d'un enfant est faible et ne peut pas se défendre contre la plupart des pathogènes. Les anticorps de la mère le protègent contre certaines maladies, et seulement pendant un certain temps. Si l'on regarde un peu par le passé, et pas très loin, juste au XVIIIe siècle, un enfant sur 2 n'arrivait pas à l'âge adulte. Les maladies évitables par vaccination étaient une cause importante de cette mortalité infantile. L'idée qu'un enfant fasse ses défenses immunitaires est louable, néanmoins certaines maladies ne peuvent être combattues qu'avec des vaccins. La seconde chose qui frappe quand on va sur ces sites, c'est que les anti-vax mettent en avant un soi-disant lien avec la sclérose en plaques ou l'autisme. Or, beaucoup d'études ont été menées à ce sujet et établissent un consensus scientifique suivant. Aucun lien entre vaccination et sclérose en plaques n'a pu être démontré. Pour info, la sclérose en plaques se déclare en général à l'adolescence. Or, le vaccin contre l'hépatite B, qui soi-disant donnerait la sclérose en plaques, est reçu à l'adolescence. Il y a la corrélation, mais pas causalité. Dans les années 80 et 90, beaucoup d'enfants ont reçu des vaccins contre l'hépatite B à l'école. Or, c'est à ce moment-là qu'on a pu détecter avec plus de fiabilité et beaucoup plus précocement les cas de sclérose en plaques. Il y a donc une corrélation entre le nombre de gens vaccinés et le nombre de gens diagnostiqués de la sclérose en plaques. Depuis, on vaccine contre l'hépatite B avant 1 an et il n'y a aucune incidence sur le nombre de personnes malades de sclérose en plaques. La corrélation et la causalité, c'est ce qu'on appelle l'effet cigogne. Ça consiste à expliquer un fait par un autre qui n'a aucun rapport. Par exemple, vous êtes déjà demandé d'où venait la légende qui dit que les cigognes apportent les bébés?
La légende, c'est qu'en Alsace, les villages où les cigognes nichent avaient un taux de natalité plus élevé que la moyenne. Et si la présence des cigognes donnait plus de bébés, on en déduit que les cigognes apportent les bébés. Si ce genre de corrélation vous amuse, je vous conseille d'aller voir le site de Tyler Vigen, un jeune consultant américain qui s'amusait à trouver les corrélations statistiques les plus stupides qui soient. Par exemple, aux USA, plus il y a de films avec Nicolas Cage, plus le nombre de morts par noyade en piscine augmente. Morale de l'histoire, Nicolas Cage noie des gens. Concernant les cas d'autisme, c'est pareil que pour la sclérose en plaques. On a réussi depuis 30 ans à bien mieux détecter les cas d'autisme beaucoup plus vite et les soigner beaucoup mieux. C'était donc normal que l'autisme monte en flèche et ça a été mis en corrélation avec la vaccination. Sur ces sites, on nous parle aussi d'études statistiques et scientifiques. Par exemple, une étude montrerait qu'un plus gros pourcentage d'enfants non vaccinés se trouve parmi les enfants de médecins et de pharmaciens. Néanmoins, ces informations n'étant pas sourcées, c'est difficile de trouver les fameuses études de laquelle ils parlent. Je vous mettrai en description de la vidéo des études qui par contre, elles, prouvent que la population d'enfants vaccinés est la même chez les médecins que chez les autres tranches de la population. Sur ces sites anti-vax, on trouve aussi l'argument dit de l'hygiène. Si on améliore notre hygiène, les épidémies disparaissent toutes seules. Cet argument classique prétend qu'en réalité, les vaccins n'ont vaincu aucune maladie, c'est faux. Le CDC, le Centre for Disease Control and Prevention, aux États-Unis et basé partout dans le monde, a publié des données très précises sur le nombre de personnes affectées par diverses maladies au cours du temps. Sur les graphes, on indique quand les vaccins ont commencé à être utilisés et on constate très facilement l'effet direct des vaccins sur le nombre de maladies. Là aussi, les sources seront dans la description. Par exemple, l'hygiène n'est pas impliquée dans l'éradication de la poliomyélite dans les années 50 et la rougeole dans les années 60, aux États-Unis et dans les pays occidentaux. Les épidémies récentes de Zika ou de maladies dues aux piqûres de moustiques ne sont pas liées à l'hygiène. On trouve souvent l'argument de « regardez, je ne suis pas vacciné, donc je ne suis pas malade ». Cet argument est illogique, car en effet, si vous n'êtes pas vacciné et que 95% de la population l'est, vous utilisez ce qu'on appelle le parapluie de vaccination. Pour qu'une maladie se diffuse, il faut qu'elle puisse contaminer un hôte et des personnes autour. Si les personnes autour sont immunisées, la maladie ne peut pas se reproduire et ne peut pas être transmise. Si le porteur A infecte le porteur B qui n'est pas vacciné, le porteur B pourra lui-même infecter le porteur C, le porteur D, etc. Si le porteur A essaye d'infecter le porteur D, mais que le porteur B est vacciné, l'épidémie s'arrête au porteur B. Si vous n'êtes pas vacciné et que vous êtes la lettre D, E, F, X, Y ou Z, vous ne serez pas malade car les personnes vaccinées auront stoppé la contamination. Ensuite, on tombe sur les arguments dits financiers, comme quoi la vaccination serait inutile, dangereuse, mais infiniment profitable pour les labos. Alors oui, les laboratoires vendent les vaccins, ce n'est pas un secret. Néanmoins, si on regarde les dizaines d'études qui montrent que si un pays encourage la vaccination de sa population, en remboursant par exemple ses vaccins, le pays s'y retrouve en termes économiques. Car, certes, il y a le coût des vaccins, mais il y a moins de personnes malades à soigner. Et la maladie a un coût énorme pour la société. Concernant le coût de la vaccination et le fait que les laboratoires s'en mettent plein les poches, je vous propose un petit jeu. Tous les chiffres que je vais vous donner sont tirés du site de l'OMS. Le premier chiffre, c'est le coût d'un vaccin contre la rougeole. Un vaccin contre la rougeole coûte en moyenne 25 €. Il faut 2 doses pour vacciner pleinement l'enfant. Le coût du vaccin est donc de 50 €. Le coût d'un traitement, une fois que la maladie s'est installée, est de 520 € par patient. Enfin, une personne contaminée contamine en moyenne entre 15 et 20 personnes. Nous sommes partis du principe que la personne contamine 19 personnes. Ainsi, on aura un chiffre rond de 20 personnes contaminées. Si on vaccine ces 20 personnes, le coût de la vaccination est donc de 20 fois 50, soit 1000 €. Si on ne vaccine personne et que le patient 0 contamine 19 personnes, le coût de la maladie est donc de 520 fois 20, soit 10 400 €, plus de 10 fois le prix de la vaccination. À l'échelle d'un pays, le coût est exorbitant. Vous trouverez en description un communiqué de l'Organisation mondiale de la santé, du Bureau régional de l'Europe, sur le prix de la rougeole. On y trouve par exemple un coût direct encouru par les services de santé nationaux italiens à cause de la rougeole, qui a aussi entre 17,6 et 22 millions d'euros pour l'année 2002-2003. Avec cette somme, on aurait pu vacciner jusqu'à 1,9 million d'enfants et les 5154 hospitalisations survenues durant cette période ont coûté 8,8 millions d'euros à l'État italien. Imaginez tout ce que l'on peut faire avec cet argent qui est gaspillé. Enfin, parlons un peu des adjuvants et des fameux sels d'aluminium ou du mercure qui seraient présents dans certains vaccins. Alors un adjuvant, qu'est-ce que c'est? Quand on injecte un vaccin, on injecte, comme on l'a vu, une partie ou l'intégralité d'un virus, vivant ou mort. Pour la majorité des vaccins inactivés qui ne comportent pas donc le microbe vivant, la présence d'adjuvants est indispensable pour permettre une réponse immunitaire entraînant la protection. L'ajout d'adjuvants dans les vaccins permet par ailleurs de diminuer la quantité d'antigènes par dose vaccinale et de réduire le nombre d'injections. Ces adjuvants peuvent être divers. Actuellement, la psychose est autour des sels d'aluminium. Alors les sels d'aluminium, oui, c'est toxique. On ne
va pas se mentir. Néanmoins, comme tout produit, seule une dose trop importante est toxique. Concernant les sels d'aluminium dans les vaccins, ils sont parmi les plus utilisés au monde avec un recul d'utilisation de 90 ans et des centaines de millions de doses injectées. Même si la recherche se poursuit pour trouver des nouveaux adjuvants, c'est actuellement le meilleur adjuvant pour la plupart des vaccins. Néanmoins, les doses sont infimes, elles sont là uniquement pour apporter une réponse immunitaire. L'aluminium, c'est le métal le plus abondant sur Terre. Nous en absorbons quotidiennement par de multiples voies et pratiquement toutes les denrées alimentaires en contiennent. En premier lieu, les légumes et les céréales. Les quantités d'aluminium apportées par les vaccins sont faibles, généralement 0,2 à 0,5 mg par vaccin, mais jamais plus de 0,85 mg. Tous les jours, vous consommez en moyenne entre 3 et 5 mg d'aluminium par le biais des légumes et des céréales. Il vous faudrait donc en moyenne une dizaine de vaccins par jour pour apporter autant d'aluminium que quand vous mangez une salade et des carottes. Quant au mercure, c'est la même chose. Les doses sont vraiment ridicules. On consomme plus de mercure en buvant de l'eau du robinet qu'en se faisant vacciner. Si on retire les adjuvants, la plupart des vaccins ne fonctionneront pas. Je vous rappelle ça, seule la dose est poison. Pour mémoire, l'eau à haute dose tue 100% des gens, ça s'appelle la noyade. Voilà pour ces quelques idées reçues que l'on peut trouver sur ces sites dits anti-vax. Pour toutes les personnes qui auraient d'autres questions sur la vaccination, je vous recommande le site vaccination-info-service.fr qui est un site gouvernemental qui présente des données scientifiques, qui est sourcé et qui répond à énormément de questions générales sur la vaccination. Si vous ne souhaitez pas faire vacciner votre enfant, sachez néanmoins que le Code de la santé publique, l'article L3116-4, prévoit une peine de 6 mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende pour les parents qui refuseraient de faire vacciner leurs enfants malgré le caractère obligatoire du vaccin. Le Code pénal, de son côté, considère que le fait de se soustraire à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant, non-vaccination incluse, peut valoir jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Pour info, un couple de Français a été condamné à 2 mois de prison avec sursis en janvier 2016 pour ne pas avoir fait vacciner leurs enfants de moins de 4 ans. Enfin, sachez que votre enfant, s'il n'est pas à jour de ses vaccins, peut être refusé à l'école, en crèche ou en colonie de vacances. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En attendant, je vous invite à liker, commenter et partager la vidéo à tous vos contacts, à vous abonner et à me retrouver sur Facebook, sur Twitter ou sur mon site internet lespapapoules.net. Allez, ciao les papas!